Bonjour et bienvenue dans ce cinquième podcast accompagné du docteur Douvillet, pédiatre à Lyon. Le déconfinement a lieu progressivement depuis le 11 mai et nous avons conscience que votre vie n'est pas encore tout à fait comme celle d'avant. Vous vous posez de nombreuses questions, notamment sur la santé de votre bébé. Nous essayerons donc de vous éclairer à l'aide de notre expert. Voici la première question. Commençons avec ce papa d'un bébé de 9 mois qui a peur d'aller chez le pédiatre du fait de la pandémie. Il se demande alors: quelles sont les mesures prises en cabinet pour protéger mon bébé ? Alors, je comprends parfaitement que vous ayez besoin d'être rassuré, c'est tout à fait normal. Le pédiatre est là pour le bien-être de votre enfant et met tout en œuvre pour que la consultation se passe bien. Au cabinet, les consultations ont été espacées pour que le médecin puisse vous recevoir à l'heure et que vous attendiez le moins possible dans la salle d'attente pour croiser le moins possible d'autres enfants et leurs parents. Voilà, il vous est d'ailleurs demandé de venir si possible avec un seul des deux parents, bien à l'heure, et le port du masque est recommandé chez les adultes et les enfants de plus de 10 ans. Le pédiatre sera d'ailleurs lui aussi masqué. Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition pour le lavage des mains avant et après la consultation. Et puis le décor a un peu changé dans le cabinet puisque tous les jeux et revues ont été supprimés, les chaises ont été éloignées les unes des autres pour respecter les mesures de distanciation. D'ailleurs, n'oubliez pas de penser à prendre de quoi distraire votre enfant, ce qui pourra lui permettre de patienter le temps de discuter et de poser les questions que vous avez au médecin. Les surfaces également de contact comme les poignées de porte, les rampes, les chaises, les WC et autres sont désinfectées régulièrement et le ménage est renforcé. Et puis dans le cabinet, le médecin désinfecte entre chaque enfant la table d'examen, le stéthoscope et le matériel nécessaire à la consultation. Les lieux sont également aérés le plus souvent possible. Donc rassurez-vous, tout est mis en œuvre pour que les choses se passent bien et qu'il y ait moins de contamination possible. En raison du confinement, j'ai reporté les vaccins de mon bébé. Et en quelques mois de retard, puis-je encore le faire vacciner ? Est-ce que cela décale le reste des vaccinations ? Oui, bien sûr, il est toujours possible de mettre à jour le calendrier vaccinal de votre enfant et d'ailleurs le plus tôt sera le mieux pour lui. Il n'y aura pas lieu de faire d'injections supplémentaires, je vous rassure, mais juste de faire les vaccins qui étaient prévus. Surtout, chez le petit nourrisson de moins d'1 an, je vous conseille de reprendre contact sans tarder avec le médecin de votre enfant pour qu'il vous adresse l'ordonnance du ou des vaccins et que vous puissiez prévoir ce rendez-vous dès que possible. Il ne faut pas faire prendre de risques supplémentaires à votre bébé pour d'autres infections graves telles que la coqueluche, les méningites ou la rougeole. Et d'ailleurs, le fait d'avoir pris un peu de retard ne décalera pas le reste des vaccinations qui seront effectuées normalement par la suite. Les téléconsultations sont-elles possibles pour le suivi de mon bébé ? Les téléconsultations ont été vraiment précieuses pendant le temps du confinement pour les visites qui ne comportaient pas de vaccin obligatoire, comme à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, ou pour les enfants de plus de 2 ans. Mais le médecin ne peut pas apprécier aussi finement au cours d'une téléconsultation la croissance de votre bébé, la qualité de la relation et de son développement psychomoteur. Et depuis le déconfinement, je conseille de faire les visites de suivi de votre bébé au cabinet dans la mesure du possible. En revanche, cette crise nous a permis de faire évoluer nos pratiques et la téléconsultation convient bien pour réévaluer l'efficacité d'un traitement qui a été instauré récemment ou pour le suivi de résultats d'analyse comme une prise de sang, une analyse d'urine. Elle convient également pour des problématiques de sommeil ou d'alimentation, pour une guidance parentale et pour des diagnostics dermatologiques liés à une éruption infantile comme la roséole, l'eczéma, un érythème fessier, sous réserve de photos de qualité que vous pouvez envoyer au préalable sur le logiciel de téléconsultation. Voilà, la téléconsultation convient également pour des conseils d'allaitement, pour un soutien psychologique. En revanche, concernant la fièvre, il est toujours préférable d'examiner l'enfant au cabinet, car vous le savez bien, il est nécessaire de regarder la gorge, les oreilles, et plus facile pour le médecin d'apprécier la tolérance de la fièvre et l'état général de l'enfant en l'ayant devant soi. Actuellement, la plupart des médecins vont garder cet outil de téléconsultation dans les indications que je vous ai citées au préalable.
Et en revanche, pour le suivi des visites obligatoires de votre enfant, il est préférable de vous rendre au cabinet. On poursuit avec cette nouvelle question. À partir de quel âge puis-je faire porter un masque à mon enfant? Recommandez-vous plutôt un masque en tissu ou un masque jetable? Le port du masque n'est ni souhaitable, ni nécessaire et ni raisonnable avant 10 ans. D'ailleurs, l'enfant ne pourra pas le garder sans le toucher, va rapidement se plaindre d'avoir trop chaud ou d'être gêné pour parler, pour respirer, et va l'enlever et le poser n'importe où. Il n'a donc pas d'intérêt. Euh, En revanche, les masques en tissu cousus par la grand-mère, la voisine ou la marraine peuvent dédramatiser cet objet et limiter les contacts avec la bouche ou le nez, mais uniquement sous votre surveillance et plutôt chez un enfant de plus de 10 ans. Il est d'ailleurs important de bien expliquer à l'enfant de ne pas le toucher une fois qu'il l'a positionné par les élastiques et de le laver quotidiennement à 60 degrés. Voilà, en revanche, le port du masque est souhaitable chez les adolescents et les adultes qui s'occupent d'enfants. Quant aux masques jetables de taille enfant, ils sont une denrée rare que nous avons au compte-gouttes et que nous délivrons ponctuellement au cabinet si votre enfant est malade avec de la fièvre ou des signes respiratoires pour limiter la propagation virale par les gouttelettes. Mon bébé retourne à la crèche. Comment puis-je le protéger au mieux? Alors si votre bébé retourne à la crèche, ce que je vous recommande largement, sachez que les nettoyages des points de contact et des locaux ont été renforcés et que le nombre d'enfants accueillis est limité dans la structure. Contrairement aux situations observées avec les autres virus respiratoires comme celui de la bronchiolite ou de la grippe, les enfants sont beaucoup moins porteurs du coronavirus que l'adulte et les données disponibles sur la contagiosité des jeunes enfants entre eux sont rassurantes. Au préalable, par contre, c'est important d'expliquer à votre bébé qu'il va retourner à la crèche et si la structure le propose, vous pouvez lui montrer des photos de ses référents qui portent un masque pour qu'il ne soit pas impressionné. D'autant plus que le confinement les a rendus un peu plus craintifs, des visages non familiers, ces petits bébés qui sont restés avec leurs parents pendant 2 mois. Dans tous les cas, lavez-lui les mains en arrivant et en repartant de la crèche et limitez ses affaires personnelles au minimum, comme le doudou, la tétine, en les lavant quotidiennement au retour à la maison. Et puis, il faut vraiment savoir qu'un enfant qui retourne à la crèche ou à l'école ne se met probablement pas plus en situation de risque que dans son milieu familial. Ce sont surtout les adultes, comme le personnel de la crèche et les parents accompagnants, qui sont le plus impactés par le coronavirus et qui doivent bien maintenir la distanciation sociale avec le port du masque et le lavage des mains fréquent. Comment réinstaurer un rythme de sommeil sain pour mon enfant? Le retour à une vie plus normale est souhaitable pour le bien-être de votre enfant et le vôtre. La reprise de la crèche ou de l'école vont permettre de reprendre un rythme régulier de lever, de repas et de coucher, surtout si tout ceci a été un peu chamboulé au moment du confinement. Ces rythmes sont d'ailleurs sécurisants et rassurants pour votre enfant. Et même s'il n'est accueilli qu'à temps partiel à la crèche, je vous recommande de les respecter tous les jours avec des horaires réguliers. N'oubliez pas aussi de redécouvrir la joie des promenades car les bébés sont émerveillés par la nature au printemps, par les feuilles qui bougent dans les arbres, par le vent sur leurs joues, par un peu de chaleur du soleil, ainsi que le chant des oiseaux. Et c'est des stimulations tout à fait intéressantes pour votre enfant dont ils ont été souvent privés pendant plusieurs semaines. Et puis, cette crise du coronavirus nous a permis quand même d'instaurer de bonnes habitudes qu'il faut garder, comme les bonnes habitudes des repas en famille, le plaisir des jeux tous ensemble, les moments partagés pour cuisiner, en essayant de ne pas retomber dans un rythme trop soutenu. Ainsi, prenez le temps de faire les choses sereinement et de vous réjouir des progrès quotidiens de votre bébé. Quels sont les symptômes les plus fréquents chez les bébés contractant le Covid-19? Les données pédiatriques disponibles sont rassurantes au sujet du Covid, car depuis le début de l'épidémie, en France et en Europe, peu d'enfants ont été touchés et les formes sévères sont exceptionnelles. D'ailleurs, ce virus épargne en grande partie les enfants
Et le rôle des enfants dans la contagiosité paraît modeste et concerne surtout les adolescents de plus de 15 ans. Les enfants de moins de 15 ans et surtout de moins de 10 ans sont bien moins à risque de formes sévères. En fait, les symptômes sont le plus souvent banals, à type de fièvre, de petites toux ou de petites bronchiolites traînantes, mais il n'y a pas de tableau clinique évocateur du Covid chez les jeunes enfants. Ce virus donne un tableau respiratoire banal, comme vous l'avez compris, et bien moins sévère chez les petits nourrissons que la bronchiolite par exemple. En savez-vous plus sur les symptômes proches de la maladie de Kawasaki qui touche certains enfants ayant eu le Covid-19 ? Alors oui, ceci est très rare et survient à distance de l'infection virale initiale par le Covid. Il faut néanmoins rappeler que les myocardites virales et les maladies de Kawasaki surviennent également avec d'autres virus, comme celui de la grippe ou le pied-main-bouche ou d'autres, et que les pédiatres que nous sommes en voyons régulièrement tout au long de l'année. Pour l'instant, nous n'avons pas d'idée précise de la fréquence de ces myocardites et pseudo-Kawasaki post-Covid en pédiatrie. Sur le plan clinique, par contre, il s'agit d'un tableau inflammatoire qui concernerait plutôt les enfants de 2 à 10 ans, avec une fièvre élevée, mal tolérée, prolongée, environ 6 jours, associée à des douleurs abdominales, des symptômes digestifs type diarrhée, vomissement, et parfois une éruption cutanée ou une conjonctivite. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de symptômes évocateurs, mais sachez que l'évolution est le plus souvent favorable avec un traitement qui sera fait à l'hôpital sous la forme d'une perfusion. Et enfin, dernière question, puis-je continuer à allaiter mon bébé, même si je présente des symptômes du Covid-19 ? Oui, tout à fait, l'allaitement maternel est possible et il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement en cas de symptômes évocateurs ou même de coronavirus confirmé chez la maman. Les études montrent que le génome viral n'est pas détecté dans le lait maternel des mères infectées par le coronavirus. En revanche, bien sûr, je vous recommande d'aérer régulièrement les pièces de l'habitation et de porter un masque chirurgical, notamment au moment des tétés et des contacts rapprochés avec votre bébé, ainsi que de vous laver régulièrement les mains et de désinfecter quotidiennement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignets, les téléphones mobiles et autres. Dans tous les cas, si vous avez des symptômes évocateurs ou un Covid confirmé, vous serez isolé à domicile pendant 14 jours avec votre bébé et la surveillance de votre bébé sera assurée par le pédiatre conjointement avec la sage-femme ou votre médecin traitant. Lors des consultations, bien sûr, il faudra prévenir de cette situation pour respecter au mieux les gestes barrières au cabinet et la distanciation. Et le suivi de votre bébé sera assuré de la naissance à 2 ans par son médecin. Donc soyez rassurés, l'allaitement est possible et il n'y a vraiment pas de contre-indication comme pour tous les autres virus respiratoires d'ailleurs.